Bonsoir à tous. À la une de votre journal Afrique ce mardi 17 octobre. Togo, encore des morts après de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Les villes de Sokodé et Lomé étaient sous tension depuis lundi après l'arrestation d'un imam. Notre invité ce soir, Jean-Marc Chataignier, le nouvel envoyé spécial de la France au Sahel. Terrorisme, sécurité, développement, nous ferons le point sur cette région si stratégique pour la France et le continent africain. 20 ans que le père de l'Afrobeat est mort et le Nigeria le célèbre encore dans un festival, célébration où l'héritage de Fela Kuti, c'est le clin d'œil musical de cette édition. Décidément, le climat reste volatile au Togo. Des violents heurts ont éclaté entre la population et les forces de l'ordre dans la nuit de lundi à mardi à Sokodé, la deuxième ville du pays. La cause, l'arrestation d'un imam proche de l'opposition, a annoncé le gouvernement togolais. Et nous retrouvons notre correspondant Salif Ledou en direct de Sokodé. Bonsoir Salif, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir, nous entendons très bien. Alors, quel est le dernier bilan des victimes ce soir? Écoutez, le bilan humain est d'au moins 3 morts, 2 militaires et un civil par balle, une vingtaine de blessés, dont certaines par balle. Des édifices publics et privés incendiés. Toute la nuit d'hier n'a pas été de tout repos, madame. D'un côté, les militaires pourchassant à coups de gaz lacrymogène et parfois à coups de balles réelles. Les manifestants de l'autre côté, incendiant les édifices publics et privés. Les dégâts matériels sont importants. Cette scène a continué toute la matinée avec le blocage de la circulation sur la route nationale numéro 1. 2 camions titans chargés de marchandises ont été calcinés. Cette soirée, un calme précaire prévaut dans toute la ville de Sokodé. Alors justement, Salif, c'est l'arrestation de cet imam qui a provoqué ces manifestations. Pourquoi autant d'émotions auprès de la population? Et comprenez qu'on peut sans se tromper affirmer que l'arrestation de l'imam Al-Hassan est en lien avec le climat socio-politique qui prévaut actuellement au Togo. Il faut remarquer que cet imam est très proche et conseiller du leader du Parti national panafricain. Et pour la population de Sokodé, l'arrestation de ce monsieur, qui pour elle est un protecteur et pilier pacifiste de la mobilisation politique dans la ville, serait un signe que le pouvoir en place n'est pas prêt pour une alternance politique. C'est aussi lui qui prenait en charge toutes les ordonnances des personnes blessées depuis les manifestations politiques du 19 août 2017, aussi bien à Sokodé qu'à Bafilo. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Salif Ledou. Et mardi matin, c'est dans la capitale que de nouvelles manifestations ont été dispersées par des gaz lacrymogènes. Dans l'après-midi, les leaders de la coalition de l'opposition ont essayé de rencontrer le ministre de la Sécurité. Peine perdue, on écoute Nathaniel Olympio, le président du parti togolais. Nous sommes supposés être dans une démocratie et on malmène les citoyens, on brutalise, on tue et ça continue. C'était Mango hier, c'est aujourd'hui Sokodé, demain ce serait où? Donc toutes les villes du Togo seront mises sous coupe réglée de cette façon. Et les chefs de file de l'opposition et l'ensemble des forces démocratiques sont venus exprimer leur désapprobation et leur colère au ministre de la Sécurité pour que ces comportements des forces de sécurité cessent une fois pour toutes au Togo. Et sachez que l'opposition a appelé à de nouvelles manifestations ce mercredi. Il traque Ali Bongo et son entourage là où il se déplace, à l'étranger notamment, et mène des opérations coup de poing pour leur rendre la vie impossible. Un mode de résistance que ces militants issus de la diaspora gabonaise aimeraient internationaliser. Démonstration à Paris avec Laure de Matos et Clément Aline. Franck Joktan et Erline Dossi sont gabonais. Ils vivent aux États-Unis et découvrent en ce début d'après-midi le très chic 16e arrondissement de Paris. Ben écoutez, c'est Paris. Hein. Ouais, c'est Paris, c'est beau. On le trouve bien, on aimerait avoir des quartiers comme ça aussi au Gabon. Ils retrouvent au 47 boulevard Suchet d'autres Gabonais de la diaspora, comme eux. Derrière ces murs, la résidence d'un proche du président Ali Bongo, Seydou Kane, un homme richissime, mis en examen en France pour corruption et abus de biens sociaux. Il est inacceptable qu'il pille le Gabon et il
et que les Gabonais vivent dans la précarité et que lui vienne en France jouir de tout ce luxe-là. Nous sommes ici pour faire savoir à M. Seydou Kane que le vol de l'argent du contribuable gabonais va s'arrêter et que nous réclamons justice pour nos morts, nos martyrs. Et nous réclamons justice pour le peuple gabonais. Ces militants accusent aussi Seydou Kane d'avoir financé des milices qui ont tué des opposants à Ali Bongo lors des violences post-électorales de 2016. Alors ils vont faire du bruit devant chez lui. Nous devons nous lever comme un soldat. La scène est retransmise en direct sur Facebook. Quelques minutes plus tard, la police met fin au spectacle. Il rêve de multiplier ce type d'opération coup de poing et de déranger Ali Bongo et son clan en Occident, mais aussi sur le continent. Alors Franck Joktan et Erline Dossi partent à la rencontre de représentants de Tournons la page, un mouvement citoyen panafricain qui milite pour l'alternance dans de nombreux pays comme le Togo, le Tchad ou le Niger. J'ai dit qu'il faudrait internationaliser la lutte contre les dictateurs, la résistance au niveau de tous les pays. C'est-à-dire les dictateurs, ils se déplacent, ils se rendent visite. Lors des visites, effectivement, la société civile locale, nationale, pouvait se mobiliser effectivement pour rendre la visite du dictateur, pour le mettre mal à l'aise. Les idées ne manquent pas. Ces militants partagent un même combat au-delà des frontières. Nous accueillons ce soir Jean-Marc Chataignier, l'envoyé spécial de la France au Sahel. Bonsoir. Bonsoir. Les troupes françaises sont présentes au Sahel depuis 2013. Elles ont pour objectif la lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale. Serval, qui était l'opération au Mali, devait être une opération éclair. Finalement, Barkhane a une tâche très complexe. Est-ce que nous ne sommes pas déjà dans l'enlisement avec Barkhane ? Non, pas du tout. Je pense que c'est un engagement de long terme. Nous devons faire face à une menace de long terme, qui est cette menace terroriste, qui appuie sur son terreau, sur des causes aussi de très long terme. Et donc c'est un travail qui est engagé forcément dans la durée. La lutte contre les groupes terroristes, où que ce soit, en Asie, au Moyen-Orient. Ce n'est pas une question de jours, de semaines, de mois, c'est une question d'années, c'est une question de volonté. En parlant d'années, les Américains se sont retrouvés coincés, par exemple en Irak. C'est une question d'engagement dans la durée, et c'est une question aussi, je crois, d'objectifs politiques, de volonté politique, dans ce que nous voulons effectivement afficher, en partenariat avec les États africains concernés. Alors justement, et ce qui a peut-être manqué en Afghanistan, c'est le partenariat. Alors ce partenariat, justement, la France parraine le G5 Sahel. Est-ce que la France s'attend à ce que ce groupe, dans l'avenir, prenne la relève de Barkhane ? Écoutez, le G5 Sahel, c'est une initiative absolument remarquable qui couvre 5 pays, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad. Ces 5 pays ont décidé ensemble, sans que ce soit du tout l'idée de la France, ces 5 pays ont décidé ensemble de mettre leurs forces en commun en matière de développement, mais aussi en matière de sécurité, pour faire face aux défis et pour faire face aux menaces qui les entourent. Et donc ils ont pris cette initiative en 2014, c'est une initiative qui s'est développée et que nous appuyons parce qu'elle vient d'Afrique, parce qu'elle vient du Sahel. Alors, même si vous l'appuyez, il y a quand même des voix en Afrique qui s'élèvent pour dénoncer une recolonisation du Sahel de la France. Comment est-ce que je ne vois pas exactement où est la recolonisation en appuyant des forces africaines à s'occuper des questions africaines. Justement, la volonté qui est affichée par le président Macron, par le ministre Le Drian, par la ministre Parly, c'est véritablement la volonté du passage de relais et de responsabilité. La force Barkhane n'a pas vocation à être pour l'éternité ou même dans une dizaine d'années au Sahel. C'est bien aux pays sahéliens eux-mêmes de prendre en charge leur sécurité. Mais pour cela, nous devons les appuyer. Car ils n'ont pas forcément les moyens, les moyens budgétaires, pas forcément les moyens financiers. Justement, sur ces moyens financiers, certains pays disent que l'enveloppe n'est pas assez grande ou que du moins il y a un manque de moyens. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter ? Nous sommes dans un effort de mobilisation internationale, des ressources de la collectivité internationale. Le Sahel est une région profondément déshéritée. Je voudrais simplement vous indiquer un chiffre. Le PIB du Niger, c'est 7 milliards de dollars. La fortune personnelle de M. Bill Gates, c'est plus de 70 milliards de dollars. La population nigérienne, à elle toute seule, 20 millions d'habitants, est 7 fois plus pauvre qu'un seul monsieur, M. Gates. Il y a une question d'inégalité,
Il y a une question de solidarité internationale qui est en jeu. Nous devons être en mesure de mobiliser des ressources pour la sécurité. Nous devons être en mesure de mobiliser des ressources pour le développement, pour faire face au long terme. Et ça, c'est véritablement l'enjeu que nous avons maintenant. Alors justement, autre enjeu, ce climat de méfiance qu'il existe entre différents pays de ce groupe du G5, comment est-ce que ça peut fonctionner sur le terrain? Est-ce que ça fait aussi partie de votre mission d'essayer de gérer Alors ma mission n'est pas une mission de gestion, et c'est une mission d'accompagnement, c'est une mission de partenariat. Je suis là d'abord pour écouter et pour accompagner, pour être l'avocat, le plaidoyeur, le défenseur de cette cause sahélienne au niveau international, porter le message au niveau des grands bailleurs de fonds, porter le message au niveau de certains pays, leur dire que la sécurité au Sahel, c'est aussi un enjeu pour les États-Unis, pour la Chine, pour le Japon. C'est un bien public que nous devons assumer collectivement. Alors justement, collectivement, l'Algérie et le Sénégal se plaignent de ne pas faire partie du groupe. Est-ce qu'il pourrait y avoir une ouverture pour eux? Ce n'est pas à moi de dire cela. Le G5 s'est constitué par lui-même. Ces 5 pays se sont mis... Est-ce que la France pourrait les parrainer? Ces 5 pays se sont mis ensemble et nous n'avons pas le droit d'avoir une vision coloniale ou néocoloniale des choses. Une dernière question. Est-ce qu'il y a une solution à court terme pour le Sahel, notamment par le développement peut-être? Alors, solution à court terme, certainement pas. Nous sommes dans un investissement dans la durée. Le Sahel va faire face à des défis gigantesques. Le défi de la pauvreté, dont je vous ai parlé. Le défi démographique. La population sahélienne va doubler dans les 20 ans qui viennent. Le défi environnemental, avec les conséquences du changement climatique, avec les perturbations climatiques. Le défi environnemental lié à la gestion des sols. Eh bien, ces défis ne sont pas des défis de court terme, ce sont des défis de long terme sur lesquels la communauté internationale doit être capable d'investir sur la durée. En particulier, et ce sera mon dernier mot, je tiens à le dire, sur le développement humain, sur l'éducation, sur la santé. Merci beaucoup, Jean-Marc Chataignier, d'avoir été avec nous. L'actualité en Tunisie, 44 morts, c'est le nouveau bilan toujours provisoire de la collision survenue il y a une semaine entre un bateau de migrants et un navire militaire. Selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, entre 80 et 100 personnes étaient à bord au moment du choc. Seules 38 personnes ont pu être secourues. Maureen Mercier, la Tunisie est aussi une route migratoire. Oui, le Premier ministre Youssef Chahed qualifie ce drame de catastrophe nationale. Et oui, ce drame intervient au moment où la route migratoire Tunisie-Italie semble devenir à nouveau un axe majeur. Le nombre de Tunisiens qui ont tenté la traversée depuis leur pays a explosé au mois de septembre. 1400 personnes enregistrées en Italie, c'est l'équivalent du nombre total d'arrivées sur les 8 premiers mois de l'année. Il faut ajouter à ces 1400 personnes ceux qui ont réussi à passer en Europe sans se faire repérer et enregistrer par les autorités, et puis ceux qui ont disparu en mer. La Tunisie semble donc effectivement faire face à une nouvelle vague migratoire. Alors, comment l'expliquer? Eh bien, tout d'abord, la route via la Libye est bien mieux contrôlée. Les Tunisiens tentent du coup la traversée depuis leur propre pays, même si en cas d'arrestation en mer, ils risquent 2 mois de prison ici. S'ils partent, c'est parce qu'ils n'envisagent pas d'avenir dans leur pays. Ils ne voient aucune amélioration économique depuis la Révolution, un taux de chômage même plus élevé qu'en 2011, selon les régions, des prix qui ne cessent d'augmenter. Selon le dernier sondage sur la migration, 1 Tunisien sur 2 souhaite quitter le pays, 1 sur 3 est prêt à prendre le risque de tenter la traversée par la mer. Aujourd'hui, il passe donc tout simplement à l'acte. La situation économique ne semble pas prête de s'améliorer. Les ONG craignent donc que le mouvement ne fasse que de s'accentuer. Merci beaucoup, Maureen Mercier. Dans l'est de la RDC, l'économie tourne au ralenti à Ouvira. Kalundou, le port de la ville, a perdu beaucoup de trafic après les attaques des Maïmaï ces derniers mois. Mais ce ne sont pas les seules causes du déclin du port. Maud Roubou. Les bateaux ne sont pas bien nombreux dans la rade. Pourtant, le port de Kalundou a longtemps été le 2e du pays. Un port international qui alimentait toute la région. Mais après plusieurs attaques de Maïmaï sur la ville, ici, l'activité s'est complètement arrêtée pendant 2 mois. Il n'y avait aucune activité. Là, on a manqué le tout. Et les entrées véhicules, les accostages, le déchargement. Là, la société a tout perdu.
Pêche, commerce, la ville entière est tournée vers le lac Tanganyika. Le chef du port assure que le trafic reprend depuis quelques semaines, trop lentement pour les commerçants d'Uvira. On souffre vraiment beaucoup. On a des enfants à nourrir, on doit payer aussi l'école. On dépend complètement du port et on ne sait plus quoi faire car nos commerces ne marchent pas. On perd beaucoup d'argent. En réalité, cela fait des années que le port est en déclin. Les attaques de Mai Mai n'ont fait qu'aggraver une situation déjà difficile. Les infrastructures ne sont pas entretenues, les investissements inexistants. Nous pensons que le port est abandonné par l'État congolais. C'est pourquoi ici nous voudrions voir toutes les promesses, n'est-ce pas, laissées ou données par différentes autorités qui sont passées par ici, se matérialiser. Dernière promesse en date, des travaux pour évacuer un banc de sable. Cela fait plus de 2 ans qu'il empêche les plus gros bateaux d'accoster dans le port. Mystique, engagé, excessif, 20 ans après sa mort, Fela Kuti reste dans les mémoires. Alors que reste-t-il de sa musique et de son héritage lors de Matos? Adekunle Gold enregistre son second album. L'influence principale de cette nouvelle star de la pop nigériane reste l'afrobeat de Fela Kuti. Fela n'avait jamais peur. Il était intrépide. Et je pense que Fela était au-delà des musiciens. Fela, c'est l'activisme. Fela, c'est tout pour nous. Il aurait même pu être le président. Fela Kuti, c'était des textes engagés dénonçant les dérives des élites politiques et les difficultés de la vie quotidienne. Les mots de la légende nigériane de la musique lui ont valu en son temps de nombreux déboires avec les autorités de son pays, des séjours réguliers en prison. Une voix contestataire qu'on entend peu aujourd'hui au sein de la scène musicale nigériane, pour le plus grand regret d'Abdul Okweshime, l'organisateur du festival annuel Felabration, qui déplore la superficialité des chanteurs des années 2000. Il parle trop de la féminité, de la sensualité des femmes. Il parle de fesses, il parle de seins, il ne parle que de ça. Chris Beats est le jeune producteur en vogue à Lagos et il assume les paroles légères des tubes qui font le succès de son entreprise. Pour lui, l'essentiel de l'héritage de Fela Kuti est ailleurs, le beat, le rythme. L'afrobeat, c'est ce que j'écoutais petit. Même quand je fais de l'ADP, de l'afro-dance music, je pense afrobeat. Même quand je fais du hip-hop, je pense afrobeat. Chaque année, le festival Felabration rend hommage à Fela Kuti avec des dizaines de concerts. Une semaine où le combat politique de l'artiste est repris en chœur par la nouvelle génération de chanteurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à vous sur TV5 Monde.